tuberculeux. Cet intitulé, c'est un petit peu original par rapport à vos questions classiques, c'est-à-dire la prise en charge clinique. Là, c'est une prise en charge collective qui a été une nouveauté dans les années 60, au moment de l'introduction du programme national de lutte anti-tuberculeuse. J'ai l'impression que... Vous entendez? Oui, on entend. Ah, d'accord. Alors, mais moi, je n'arrive pas à bouger mon... Dépendance. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, D'accord. oui. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de rupture. Bon. Donc, la tuberculose était une maladie qui était très fréquente après l'indépendance de l'Algérie dans les années 66. Très fréquente également, c'est une maladie qui est grave puisqu'elle peut causer le décès des patients. Donc, c'était pratiquement un fléau social majeur et qui posait de gros problèmes sur le plan de la prise en charge et également pour éventuellement faire le diagnostic. Mais à l'époque, il y avait plutôt deux professeurs algériens qui étaient le professeur Chollet et le professeur Larbaoui, qui ont eu connaissance des recommandations qui ont été faites par l'organisation qu'on appelait à l'époque l'Union internationale contre la tuberculose, qui n'est rien d'autre qu'une filiale de l'Organisation mondiale de la santé, qui finalement avait publié des recommandations qui portaient sur d'autres méthodes dans la prise en charge de la tuberculose. Vous savez que au début du 21e siècle, enfin du 20e siècle, la tuberculose était traitée dans des sanatoriums et on utilisait à l'époque, quand il n'y avait pas les antituberculeux, ce qu'on appelait la collapsothérapie, c'est-à-dire qu'on injectait de l'air dans la cavité pleurale, ce qui permettait d'entraîner un collapsus, et on pensait qu'avec ce collapsus, on mettait au repos le poumon et que ça pouvait éventuellement entraîner des améliorations et même parfois des guérisons, mais c'est des guérisons ne devaient rien à la collapsothérapie. En fait, il y avait quelques malades qui guérissaient, mais pour la plupart, ces malades ne guérissaient pas et ils restaient pendant des années dans ces sanatoriums. Donc, dans les années 66 pratiquement, ces médecins ont compris, si vous voulez, l'intérêt de ces publications qui avaient été faites et qui portaient sur une autre façon de prendre en charge le diagnostic de la tuberculose ainsi que le traitement et aussi la prévention. Donc, ces médecins algériens ont essayé, à partir des recommandations de l'Union internationale contre la tuberculose, d'adapter ces recommandations à l'Algérie et en utilisant finalement d'autres méthodes, des méthodes modernes de prise en charge. Mais avant d'introduire ces méthodes modernes de prise en charge, il fallait finalement s'organiser et voir comment on pouvait prendre la tuberculose d'une autre façon que ce que l'on faisait jusqu'à cette époque. Et donc, on a pensé quand même à un programme. Et dans ce programme, il y a 3 phases. Il y a une phase de conception, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à ce qu'on va faire. On va donner, si vous voulez, les lignes de cette prise en charge. Et ensuite, il faut réfléchir à la phase d'exécution, c'est-à-dire à la mise en place de ce programme au niveau d'un pays, par exemple. Et ensuite, on doit faire, dans tout programme, une phase d'évaluation qui permet de contrôler le programme. C'est-à-dire que ce programme qui sera mis en place sera chapeauté et on va finalement, chaque année pratiquement, revenir et contrôler
la prise en charge des tuberculeux et on va voir si les recommandations qui ont été faites sont appliquées à la lettre. Donc, pour mettre en place un programme, la première chose que l'on doit voir, c'est d'abord l'importance du problème de telle ou telle maladie, en l'occurrence ici la tuberculose. Donc, quel était le problème de la tuberculose? C'est-à-dire, est-ce qu'on va essayer de mettre, comment dire, sous forme d'éléments mathématiques, si vous voulez, l'importance de la tuberculose, et on peut également évaluer le taux de mortalité, etc., qui vont nous permettre de connaître l'ampleur d'un problème de santé. C'est-à-dire si un problème n'est pas très fréquent, que la maladie n'est pas très grave, l'intérêt d'un programme dans la prise en charge de ce problème est intéressante. Mais si c'est des maladies qui sont rares ou autres, c'est pas intéressant de faire un programme et de faire une prise en charge collective. Donc, avant de mettre en place un programme, on va évaluer l'incidence ou la prévalence, mais en matière de tuberculose, on retient surtout l'incidence. Ce sont des items que l'on fait sur le plan épidémiologique pour s'assurer de l'importance de ce problème. Donc, on va mesurer le nombre de nouveaux cas, c'est ce qu'on appelle l'incidence, qui est rapportée à une population de 100 000 habitants, et on va essayer de voir quel est le nombre de cas de tuberculose, que ce soit des tuberculoses pulmonaires ou seules, ou des tuberculoses associées aussi à des tuberculoses extrapulmonaires. Et on peut donc avoir une incidence de la tuberculose complète, aussi bien, on recherchera aussi bien les tuberculoses pulmonaires que les tuberculoses extrapulmonaires pour 100 000 habitants. Le deuxième indice que l'on va retenir, c'est l'incidence de l'infection tuberculeuse à partir d'enquêtes tuberculiniques. L'incidence de l'infection tuberculeuse, c'est un élément, si vous voulez, secondaire. Quand vous avez fait ce matin le cours sur la tuberculose pulmonaire, vous avez appris que la source de contamination au cours de la tuberculose, c'est la caverne, c'est là, c'est au niveau du poumon qu'il va y avoir une atteinte localisée qui va être la caverne, qui est une lésion très évocatrice de tuberculose et qui trouve toutes les conditions optimales pour le bacille de corps pour se multiplier. Donc, ces malades porteurs de cavernes sont des patients qui ont des frottis positifs et qui sont donc contagieux lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils toussent. Et c'est de cette façon-là, finalement, qu'ils contaminent leur entourage. Mais en matière de tuberculose, quand on est infecté, cela ne veut pas dire qu'on est malade. Ça veut dire que une source, c'est-à-dire un malade portant une caverne tuberculeuse, peut contaminer son entourage, mais les membres de son entourage ne vont pas tous faire une tuberculose. Ils peuvent s'infecter, ça veut dire qu'ils auront inhalé quelques bacilles et ils auront des protéines bacillaires, si vous voulez, qui permet de reconnaître l'infection tuberculeuse, mais ils ne seront pas pour autant des malades tuberculeux. Pour qu'il y ait tuberculose maladie, il faut qu'il y ait un déséquilibre entre l'immunité et la virulence et l'importance du bacille de corps. En matière d'immunité en tuberculose, il n'y a pas d'immunité absolue. Ça veut dire que toute la vie, on peut, si notre immunité diminue, attraper une tuberculose. Mais quand on peut s'infecter sans être malade, sans être tuberculeux. Et on peut faire une tuberculose une fois ou même 2 fois. Donc, cette balance entre l'infection tuberculeuse, le bacille de corps qui forme l'infection tuberculeuse et l'immunité est un petit peu particulière. Elle n'est pas
absolue. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez, si vous avez une immunité qui diminue à l'occasion d'une maladie, à l'occasion d'une grossesse ou autre, ou sinon, parfois, quand vous avez inhalé pendant quelque temps, si vous êtes dans la même chambre pour vous partager la même chambre qu'un sujet tuberculeux, vous risquez aussi de faire une tuberculose du fait de la richesse de contamination que vous avez inhalée. Mais on peut parfois inhaler quelques bacilles qui vont entraîner, si vous voulez, l'immunité qui peut être naturelle si c'est la première fois, mais qui ne va pas forcément entraîner la maladie tuberculeuse. Donc, mais pourquoi ça a été retenu comme un critère épidémiologique? Parce que le nombre de sujets, le nombre de nouveaux cas infectés dans une population donnée, elle est liée à l'importance des sources de contamination, c'est-à-dire que plus il y a de sources de contamination, plus on a de sujets infectés. Et comment le savoir? C'est par l'enquête tuberculinique. C'est elle qui va nous permettre de voir si l'intradermoréaction à la tuberculine est positive ou non. Donc, ce critère était un élément qui était utilisé à l'époque, c'est-à-dire quand on a mis en place le programme, mais qui a été abandonné actuellement. Pourquoi? Tout simplement parce que la vaccination BCG est une vaccination qui se fait à la naissance. Et qu'est-ce que c'est que le BCG? C'est simplement une primo-infection, mais qui n'est pas naturelle, qui est comment dirais-je, lié à la vaccination, c'est-à-dire qu'il y a tous les avantages de la vaccination sans les inconvénients, si vous voulez, du bacille de corps. Généralement, c'est un bacille atténué que l'on utilise. Et ce vaccin de Calmette et Guérin va permettre de voir si le malade a été vacciné. Généralement, on retrouve au niveau de l'avant-bras une petite cicatrice de cette vaccination. Mais le vaccin BCG ne protège pas contre la tuberculose pulmonaire. En fait, il ne protège que contre les complications de la primo-infection naturelle qui va entraîner généralement des tuberculoses extrapulmonaires. Et je pense qu'on a dû vous le dire quand on a fait la question sur la tuberculose. La meilleure façon, en fait, de prévenir la transmission de la tuberculose, de briser la chaîne de transmission de la tuberculose, c'est de dépister les cas de tuberculose et de les traiter. Et donc, ces malades, ces sources de contamination vont être stérilisées et la chaîne de transmission va être brisée. Ensuite, le troisième élément d'importance qui va permettre également de voir l'importance de la tuberculose, ce sont essentiellement les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire à microscopie positive. Ça veut dire que dans les formes qui sont négatives ou parfois quand c'est simplement la culture, ces cas-là ne sont pas contagieux. Donc, quand on a mis en place le programme, la première urgence, si vous voulez, c'était d'abord de traiter le maximum de cas de tuberculose pulmonaire, puisque c'était ces cas-là, c'est la tuberculose pulmonaire qui est responsable de la transmission de la maladie tuberculeuse. Et en matière, si vous voulez, d'évaluation de la tuberculose sur le plan épidémiologique, le meilleur critère parmi ces critères, c'est essentiellement le nombre de cas de tuberculose pulmonaire à microscopie positive, puisque ce sont eux qui sont à l'origine de la contamination. Là, il y a un tableau qui reprend un petit peu l'incidence des cas de tuberculose, qu'on appelle également le risque annuel d'infection. Dans les années 60, on avait un taux d'infection qui était de l'ordre de 3%,
Et ensuite, j'ai pris les années 90, vous allez voir par la suite pourquoi. Ce chiffre qui était de 3% est descendu pratiquement à 4%, enfin est descendu à 0,4%, c'est-à-dire qu'il a diminué à peu près de 6 fois. Et donc, la mise en place d'un programme national de lutte antituberculeuse permet en fait de réduire la contamination dans la société. C'est-à-dire que les années de 1960 à 90 ont permis de réduire de 6 fois la tuberculose. Bon, il y a bien sûr aussi l'amélioration des conditions socio-économiques qui intervient, mais il y a quand même l'impact du programme national. Deuxième critère également, c'est le nombre de cas ici de tuberculose pulmonaire à frottis positif. Il était de 150 cas pour 100 000 habitants dans les années 60. Il était dans les années 90 à 96 de l'ordre de 22, enfin 25, 22%. Donc là, on voit, ça confirme ce qu'on avait vu pour les infections, que le nombre a diminué là aussi. En matière de tuberculose, on a des éléments qui vont être importants à retenir. Je vous ai mis ici l'année 2001 parce que finalement, les choses n'ont pas beaucoup changé. Les chiffres sont plus ou moins affinés, mais on tourne à peu près autour des chiffres que je vais vous donner actuellement. Donc, en matière donc, de tuberculose, pour s'assurer de la tuberculose dans les années 2000 était de 60 cas pour 100 000 habitants concernant les tuberculoses pulmonaires plus les tuberculoses extrapulmonaires qu'on appelle tuberculose totale, c'est-à-dire toutes formes confondues. Ensuite, vous avez l'incidence de la tuberculose prouvée et non prouvée. Bon, en principe, on ne parle pas de tuberculose si on n'a pas la certitude du diagnostic histologique. Donc, généralement, cette incidence n'est pas, comment dire, retenue. Ce qu'il faut retenir, c'est l'incidence de la tuberculose pulmonaire à frottis positif, qui était d'environ 26 cas pour 100 000 habitants. Et en général, le nombre de cas de tuberculose extrapulmonaire forme un tiers. Bon, pour le problème des tuberculoses extrapulmonaires, c'est un problème à part qui n'a rien à voir avec le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, parce que les tuberculoses extrapulmonaires sont paucibacillaires, donc le diagnostic bactériologique est rare. Le diagnostic est essentiellement histologique. Et vous savez que pour avoir un fragment anatomopathologique, il faut faire donc des biopsies. Donc, c'est relativement plus ou moins contraignant. Et en plus, comme ces tuberculoses extrapulmonaires sont paucibacillaires, donc l'examen direct est négatif et les cultures aussi sont positives qu'environ dans un tiers des cas. Mais il faut attendre donc 15 jours à 60 jours. Ensuite, chez l'enfant, la tuberculose existe. Le taux d'incidence est de l'ordre de 5 cas pour 100 000 habitants. Ce sont souvent des cas qui sont liés à des contaminations intrafamiliales. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Bon, alors, donc, je continue. Là, ça ne bouge pas aussi. Brique. Ça ne bouge pas. Mais ils entendent. Et pourquoi moi, quand je touche là? Il faut cliquer sur ce bouton. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Voilà. Alors maintenant, on va y faire un petit peu un historique sur le programme national.
depuis les années, bon, tout allait bien jusqu'aux années 90. Et puis, au cours des années 90, il y a eu la décennie noire, où il y a eu des problèmes en Algérie, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Donc, jusqu'à présent, d'après les tableaux que l'on a vus précédemment, on a vu qu'il y avait une diminution progressive de la tuberculose en Algérie jusque dans les années 70, c'est-à-dire au moment de la décennie noire. Tout allait bien pour le programme, il avait fait ses preuves, on montrait les publications régulières de l'incidence de la tuberculose diminuer de façon constante, mais au cours de cette décennie noire qui a connu de sérieux problèmes qui étaient dus essentiellement à des problèmes de trésorerie, si vous voulez. Il y avait des problèmes sur le plan financier. Il y avait une rupture des stocks en médicaments et en fourniture de laboratoire. Et quand le programme antituberculeux lui-même est touché, ça veut dire que tout le reste des médicaments n'était pas finalement importés. Et donc, on avait des ruptures de stock qui mettaient à mal ce programme. On n'avait pas les fournitures de laboratoire, puisqu'il faut des colorants pour reconnaître le bacille de corps en microscopie optique, par exemple. Et donc, c'était difficile. Il faut aussi avoir des milieux de culture de Lowenstein pour reconnaître le bacille de corps. Et comme il y avait des problèmes de trésorerie qu'on ne pouvait pas importer, qu'on n'avait pas assez d'argent pour importer, donc ça a posé des problèmes pour faire le diagnostic de la tuberculose. Ces centres de microscopie qui permettent de faire le diagnostic de la tuberculose en ambulatoire, c'est-à-dire dans des polycliniques ou dans des petits laboratoires, si vous voulez, qui peuvent simplement, à l'aide d'un microscope optique, reconnaître après coloration le bacille de corps, permettaient de poser le diagnostic de la tuberculose. Et c'était très simple pour reconnaître donc la maladie tuberculeuse. Mais à cette époque-là, comme il n'y avait pas les fournitures, les réactifs, on ne pouvait pas faire de confirmation du diagnostic. Et donc, parfois, des malades étaient traités sans preuve, ce qui n'était pas recommandé. En plus, comment dirais-je, cette activité de formation et c'est-à-dire que les personnes qui faisaient le diagnostic de la tuberculose n'étaient pas finalement des bactériologistes, des médecins bactériologiques ou des pharmaciens, c'était simplement des gens qui savaient lire et écrire et auxquels on apprenait à faire la recherche du BK sous le microscope. Et de cette façon-là, ils reconnaissaient les bâtonnets rouges en microscopie optique et ils pouvaient donc faire ces diagnostics. Mais malheureusement, pendant la période du terrorisme de 1990 à 2000, ces gens finalement étaient abandonnés à eux-mêmes, il n'y avait plus de recyclage, il n'y avait plus de formation. Il y avait aussi un fléchissement du contrôle central des données épidémiologiques. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en principe, quand en matière de tuberculose, la tuberculose pulmonaire est une maladie à déclaration obligatoire et que chaque mois ou chaque trimestre, on envoie tous les cas de tuberculose pulmonaire qui ont été prouvés, qui ont été mis sous traitement pour pouvoir faire le comptage et ensuite tirer le taux d'incidence de la tuberculose et qui permettait de voir l'évolution justement de l'endémie tuberculeuse. Il y avait aussi, au cours de cette même période, une dégradation des conditions socio-économiques, puisque les gens, il y avait un problème, d'argent aussi. Il y a un recours
à la Banque internationale. Et donc, ces gens avaient aussi des problèmes. Et il y avait aussi des exodes ruraux qui entraînaient des déplacements de la population. Et donc, les malades n'allaient pas au niveau des centres de contrôle les plus proches de leur domicile où on pouvait les reconnaître. Et donc, à cette époque-là, le problème qui avait fait ses preuves jusqu'aux années 90 a montré des défaillances. Et là, on a constaté que ces défaillances ont eu des conséquences au niveau du programme national, c'est-à-dire ce programme qui avait tendance à réduire la tuberculose. Pendant cette époque, l'impact épidémiologique du programme était en stagnation, c'est-à-dire que le programme, au lieu d'améliorer encore tel qu'on l'a vu précédemment et que ça diminuait de façon constante, finalement, au cours de cette décennie noire, le programme était resté en stagnation, c'est-à-dire que les chiffres étaient les mêmes. D'ailleurs, ça n'a pas bougé même jusqu'à présent de beaucoup. Alors que dans les autres années, on avait eu quand même une régression très nette. Donc, on a considéré quand même qu'il y avait un impact négatif du fait de la non-prise en charge, mais qui posait problème. Et donc, il y a eu un impact négatif du programme national de lutte anti-tuberculeuse, qui était la fierté des Algériens à l'époque, puisqu'ils sont arrivés quand même à améliorer la situation de la tuberculose en Algérie. L'Algérie, qui était un pays d'endémie tuberculeuse, actuellement ne l'est plus. C'est simplement un pays intermédiaire où on retrouve des cas de tuberculose, mais pas de façon aussi importante mais pas de façon aussi fréquente qu'au cours des années 60 jusqu'à 90. Donc, après le retour du calme et puis pratiquement dans les années 2000, il y a eu une reprise en main du programme national, après amélioration bien sûr de la situation socio-économique et de la situation politique. Et il y a eu aussi à cette époque aussi des recommandations qui étaient faites toujours par l'Organisation mondiale pour le millénaire de 2000, et le slogan, c'était recommandé, c'était le slogan du millénaire, c'était de faire, d'arrêter la tuberculose. Et c'était un slogan qui était surtout repris au cours de l'année 2006. Il fallait stopper toute augmentation de l'incidence de la tuberculose et commencer à la réduire sur tout le territoire national. Et c'est ce que les résultats ont été probants, c'est-à-dire que l'Algérie a repris en main le programme national. Et donc, elle a repris la prise en charge du diagnostic et du traitement, et pratiquement dans les années 2000-2005, ou même plus tard, l'Algérie est arrivée finalement à faire le diagnostic dans 70% des cas et arriver à traiter la plupart des cas de tuberculose et dans les 90% des cas. Et c'était, si vous voulez, des résultats très probants à l'époque. Et puis, on a continué donc à s'occuper encore de la tuberculose et à essayer d'améliorer les résultats du programme. Et on a stabilisé l'incidence de la tuberculose pulmonaire à 25 cas pour 100 000 habitants en moyenne nationale. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup amélioré, mais les chiffres sont bas par rapport à ce qu'on avait dans les années, avant 90, et 25 cas pour 100 000 habitants, c'est pratiquement le quart. Donc, ce sont des critères
ce chiffre traduit donc finalement un nombre qui est très réduit par rapport aux 150 cas qu'on voyait pratiquement dans les années 60 à 80. Ensuite, on a continué à surveiller le programme et depuis les années 2015 jusqu'à ce jour, on n'a pas beaucoup réduit l'incidence des cas de tuberculose pulmonaire à frottis positifs. Ils sont pratiquement entre 20 à 25 cas pour 100 000 habitants. Et actuellement, on s'intéresse à la tuberculose extrapulmonaire, mais la tuberculose extrapulmonaire ne pose pas un problème de santé publique. Ça va être simplement une amélioration de la prise en charge du diagnostic et du traitement, ce qui va permettre de guérir les malades, mais pour les tuberculoses extrapulmonaires, il n'y a pas de problème, si vous voulez, sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire ce sont des maladies comme les autres ici, puisqu'elles ne transmettent pas le bacille de Koch. Les tuberculoses extrapulmonaires sont souvent des cas de tuberculose qui sont faibles en bacille et qui sont dans des gîtes profonds, qui ne sont pas, si vous voulez, qui ne permettent pas la transmission du bacille de Koch. Et donc, ce sont des malades qui sont pris en charge de façon, si vous voulez, particulière. Mais il est vrai que les tuberculoses extrapulmonaires sont toujours traitées dans des centres de contrôle de la tuberculose, mais ce sont des maladies qui vont être traitées par le régime de traitement des tuberculoses extrapulmonaires qui comprend simplement 3 antibiotiques. Bon, mais avec les dernières recommandations de l'OMS, on va utiliser, même pour les tuberculoses extrapulmonaires, la forme de première ligne, c'est-à-dire les 4 antituberculeux associant l'isoniazide, la rifampicine, le pyrazinamide et l'éthambutol. Et donc, actuellement, si vous voulez, l'Algérie, sur le plan épidémiologique, a rejoint un petit peu les pays développés qui, eux, ne connaissent pas, ont endigué la tuberculose pulmonaire, qui y ont encore quelques cas de tuberculose extrapulmonaire, parfois par réinfection endogène. Et donc, on est, si vous voulez, on a réglé le gros problème de la tuberculose pulmonaire pratiquement en Algérie. Alors maintenant, je vous ai fait un historique et maintenant je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un programme, comment va-t-on mettre en place un programme, quels sont les principes de base du programme national de lutte antituberculeuse. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un programme de santé, ce programme doit porter sur l'ensemble sur l'ensemble des territoires d'un pays, c'est-à-dire que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, on doit avoir des centres de contrôle pratiquement sur l'ensemble du territoire national. Il faut que ce programme soit permanent, ce n'est pas simplement des campagnes de traitement ou de prise en charge. Il faut que ça soit des centres qui travaillent de façon constante et permanente et où les patients peuvent y aller. Le programme doit également faciliter les choses à la population, c'est-à-dire qu'il répond aux demandes de la population, et c'est pour cela qu'on a multiplié les centres de contrôle pratiquement dans toutes les daïras de l'Algérie, et on a ouvert généralement des unités de contrôle de la tuberculose qui permet donc la prise en charge du diagnostic et la prise en charge du traitement, puisque le traitement de la tuberculose est un traitement qui dure 6 mois et qui a besoin, si vous voulez, d'une supervision, donc d'une surveillance et de s'assurer que le malade prend régulièrement son traitement. Ensuite, ce programme de lutte antituberculeuse, on peut aussi intégrer d'autres soins de base, donc c'est un élément qui va permettre aussi de servir à d'autres pathologies de base, c'est-à-dire simplement traiter une angine ou autre chose. Alors, quelles sont les structures du programme? Alors,
les structures du programme national de lutte antituberculeuse se fait à 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle le niveau central, c'est-à-dire c'est la tête du programme. C'est là où va se faire la conception, l'élaboration, la surveillance, c'est-à-dire la supervision du programme, et le contrôle, c'est-à-dire l'évaluation de ce programme. Chaque année, en général, on évalue l'incidence des cas de tuberculose pulmonaire et éventuellement les cas de tuberculose extrapulmonaire, mais la tuberculose extrapulmonaire ne pose pas de problème en général, donc on a généralement, essentiellement, l'incidence des cas de tuberculose pulmonaire. Ensuite, ce niveau central, au niveau de ce niveau central, il y a la tête, si vous voulez, du programme. Il y a le service de la tuberculose, qui est un service qui s'occupe de tuberculose au ministère de la Santé publique. Ce service de la tuberculose au niveau du ministère de la Santé est associé à la commission consultative de la tuberculose et des maladies respiratoires et qui est formé généralement d'experts en pneumophysiologie, c'est-à-dire généralement des professeurs en pneumophysiologie. Et là aussi, il y a le laboratoire central de la tuberculose qui va faire finalement l'étude bactériologique et qui fait aussi la résistance les cultures pour les antibiogrammes pour étudier la résistance au traitement, qui est actuellement faible en Algérie. Alors, au niveau intermédiaire, c'est-à-dire la structure intermédiaire, c'est-à-dire au niveau de chaque wilaya, c'est-à-dire la wilaya, il y a le directeur de la santé qui va être responsable de la coordination des activités de lutte antituberculeuse, c'est-à-dire qu'il doit s'assurer de la prise en charge de la tuberculose et il doit y avoir un référent qui est le médecin spécialiste qui s'occupe de lutte antituberculeuse et qui va donc résoudre les problèmes qui se posent parfois au personnel de santé. Et au niveau donc des wilayas, il y a une sous-direction de la prévention qui va s'occuper de la vaccination BCG. Maintenant, plus loin encore sur le plan administratif, il y a les daïras et les communes, c'est-à-dire, donc, si vous voulez, ces structures sont calquées sur les structures administratives. Il y a un médecin généraliste, c'est-à-dire au niveau périphérique. Il y a le médecin généraliste qui peut se charger de la coordination, du dépistage et du traitement de la tuberculose. Il y a le directeur du secteur sanitaire qui est responsable de l'application des directives de lutte antituberculeuse. En matière de tuberculose, on ne traite pas un malade comme on veut, c'est-à-dire qu'il y a des recommandations nationales qui sont publiées et on doit, tout médecin finalement, doit utiliser cette chimiothérapie standard qui a été réfléchi et qui est recommandé donc par les experts et qui permettent, si vous voulez, le traitement de la tuberculose. Et vous avez déjà vu, je pense, ce matin, comment on fait la prise en charge du traitement antituberculeux. Il y a aussi, au niveau de la périphérie, un responsable qui va s'occuper de la prévention pour la vaccination BCG. Alors, quelles sont les directives, c'est-à-dire quelles sont les recommandations du programme? C'est-à-dire que ces experts qui se réunissent peuvent s'inspirer des recommandations internationales, mais des recommandations qui vont être adaptées à l'Algérie. Et en matière de prise en charge de la tuberculose, les données sont essentiellement algériennes, c'est-à-dire en général, quand on prend en charge la tuberculose pulmonaire, on doit se référer à des données algériennes, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les recommandations qui sont faites en France ou ailleurs. Et l'Algérie aussi a été un des pionniers de la lutte antituberculeuse et qui a été, si vous voulez,
très en avance dans la prise en charge de la tuberculose et aussi dans comment dire, dans la recherche des traitements de la tuberculose. C'est pratiquement l'Algérie a été un des premiers qui a utilisé les traitements, les schémas de traitement de la tuberculose pratiquement dans les années 80. Et alors que le traitement était de 2 années, ensuite il a été réduit à 1 année et dans les années 80, il a été réduit pratiquement à 6 mois et on en est toujours donc à ces 6 mois. Donc maintenant, quelles sont les directives du programme? C'est-à-dire quelles sont les recommandations qui sont faites par les experts, la commission pneumophysiologique. Alors, c'est-à-dire, on va, comment dire, faire des recommandations pour la vaccination. Alors, les recommandations à retenir, c'est que la vaccination BCG est une vaccination obligatoire et c'est une vaccination qui se fait à la naissance. Pourquoi? Parce qu'à la naissance, les enfants n'ont pas été en contact avec l'extérieur et à l'époque, le BCG est protégé parce que dans les primo-infections naturelles, on avait souvent des complications après l'atteinte pulmonaire, des complications pendant la phase antiallergique d'une dissémination hématogène avec des localisations méningées et ça a entraîné des méningites tuberculeuses qui ont un liquide céphalorachidien qui est clair, donc dont le diagnostic est facile à faire, mais il est difficile à confirmer. Donc, la vaccination se fait donc à la naissance pour éviter le contact avec le bacille de corps et pour éviter justement ces complications au cours des miliaires qui s'accompagnent souvent de méningite tuberculeuse. Ensuite, et elle est obligatoire puisqu'on ne peut pas déclarer son enfant à l'état civil si on n'a pas le certificat de vaccination. Ensuite, quelle est la deuxième directive? C'est le dépistage, c'est-à-dire que la tuberculose doit être dépistée, mais c'est un dépistage particulier. On ne va pas aller dans les villages ou dans les villes chercher les cas de tuberculose, taper au niveau des cités et tout ça pour trouver des cas de tuberculose. Donc, il est très simple de le faire. On fait un dépistage sélectif, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les malades. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher les malades, ce sont eux qui vont venir à nous. C'est parmi les malades qui consultent pour des symptômes respiratoires durables, comme la toux, comme les crachats purulents, comme par exemple l'hémoptysie. Et ces symptômes respiratoires, ils sont fréquents dans toutes les maladies respiratoires, mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que ce sont des signes qui vont persister au-delà de 21 jours. Ce sont donc, la tuberculose pulmonaire est une maladie chronique. C'est-à-dire que ce sont parmi les malades qui viennent consulter, mais parfois 20 jours après, 1 mois ou 2 mois après, qu'il faudra penser au diagnostic de la tuberculose. Bien sûr que si le malade tousse depuis 1 semaine, c'est certainement pas une tuberculose, c'est probablement une infection respiratoire aiguë. Là, vous allez donner un traitement. Ça peut être le plus souvent, il n'y a même pas de traitement à donner puisque ce sont souvent des infections virales. Donc, en matière de tuberculose, les malades en consultation générale vont venir pour des symptômes respiratoires et ces malades qui présentent des symptômes respiratoires durables sont orientés vers les centres de contrôle de la tuberculose qui permettent de confirmer ou d'infirmer le diagnostic et qui permettent également la prise en charge tuberculeuse. Enfin, la prise en charge du traitement antituberculeux. Troisième élément, comment se fait le traitement de la tuberculose? C'est un traitement qui, je vous ai dit aussi, là aussi standard, puisqu'il y a ce qu'on appelle les traitements de première ligne. Vous avez fait les catégories. Il y a les traitements de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, etc., qui permettent, si vous voulez, de traiter de la même façon tous les cas qui ont été, comment dire,
dégagés et qui sont pris en charge avec des antituberculeux qui utilisent des formes de catégories particulières pour chaque prise en charge, enfin, les 4 ou 5 prises en charge qu'il y a. Donc, dans le cadre du traitement, il faut que les malades ne sont pas hospitalisés. On peut prendre en charge le traitement essentiellement en milieu, même le diagnostic ne nécessite pas un recours à une hospitalisation, on peut le faire au niveau du centre de contrôle de la tuberculose. Donc, le traitement va être ambulatoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'hospitaliser les patients. Le traitement est pris de façon régulière est pris de façon régulière chez lui. On charge un membre de la famille pour qu'il surveille le patient et qu'il s'assure qu'il prend régulièrement le traitement. Et c'est un traitement qui comprend, une chimiothérapie standardisée qui comprend 2 types d'antituberculeux, les antituberculeux bactéricides et des antituberculeux qui agissent essentiellement dans la première phase, et des antituberculeux stérilisants que l'on utilise essentiellement dans la phase de confortation en quelque sorte pour la guérison du malade. Et tous ces malades sont pris en charge en ambulatoire. Et au niveau du centre de contrôle de la tuberculose, ils sont enregistrés sur le registre de déclaration des cas de tuberculose et ils ont un dossier individuel de surveillance médicale qui va permettre, si vous voulez, de surveiller pendant les 6 mois de façon régulière, pas toutes les semaines, disons tous les 15 jours ou tous les mois. Essentiellement, on fait un examen bactériologique à la fin du 2e mois et au 5e et 6e mois, à la fin du traitement pour s'assurer de la guérison. Et c'est de cette façon, si vous voulez, que les malades sont vérifiés et ils sont déclarés guéris. Mais le fait d'être déclaré guéri ne veut pas dire à coup sûr qu'on n'a plus de bacilles de corps. On peut parfois avoir quelques foyers qui peuvent persister toute la vie. Alors, voilà, si vous voulez, la manière de prendre en charge les cas de tuberculose. Mais ce programme ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que pour que ce programme puisse être rentable, il faut qu'il soit contrôlé. Alors, qu'est-ce qu'on va contrôler en matière du programme national de lutte antituberculeuse? On va contrôler le taux de vaccination, on va contrôler le taux du dépistage, c'est-à-dire des diagnostics de la tuberculose, et on va vacciner la qualité du traitement. Alors, comment va-t-on évaluer, comment savoir si dans un secteur sanitaire, la prise en charge de la tuberculose est correcte? Alors, on peut déjà voir la couverture vaccinale. Et qu'est-ce que c'est que la couverture vaccinale? C'est le nombre d'enfants vaccinés nés dans l'année, c'est-à-dire il ne faut pas le vacciner à la 2e année de sa naissance, il faut qu'il soit vacciné au cours de la 1re année. Et ces enfants, finalement, pour calculer la couverture vaccinale, c'est-à-dire le pourcentage de cas d'enfants qui ont été vaccinés, on va faire la division des cas de malades vaccinés divisé par le nombre de cas qui sont nés dans l'année divisé par le nombre de cas qui ont été vaccinés. Et vous avez de cette façon-là ce qu'on appelle la couverture, c'est-à-dire vaccinale. Et là, en Algérie, et les recommandations de l'OMS, c'est d'avoir une couverture vaccinale qui couvre 80 à 90% les enfants qui naissent chaque année pour leur éviter, si vous voulez, les complications de la tuberculose. Et grâce au vaccin BCG, donc, les méningites finalement tuberculeuses ont disparu.
Et cette vaccination au BCG, elle est donc très importante et normalement, tous les enfants, enfin, à tous, c'est-à-dire au moins 80-90% d'entre eux sont vaccinés à la naissance. Parce que s'ils ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent pas aller à l'école, on ne peut pas, s'ils n'ont pas de certificat de vaccination au BCG, ils ne peuvent pas être inscrits à l'école. Donc, ce qui oblige les parents à vacciner leurs enfants. Ensuite, comment évaluer le dépistage, c'est-à-dire comment évaluer le diagnostic qui est fait. On va généralement comparer le nombre de cas de tuberculose pulmonaire dans un secteur sanitaire par rapport au cas moyen, si vous voulez, qui a été calculé au niveau du ministère de la Santé, qui est généralement autour de 25 pour 100 000 habitants. Mais cette façon de faire, si vous voulez, n'est pas tout à fait du goût des épidémiologistes. Ils disent que lorsque le risque d'infection est supérieur à 1%, et le risque d'infection en Algérie de l'ordre de 0,4 à 0,5%, il faut finalement prendre prendre un secteur de référence, c'est-à-dire le secteur modèle, et finalement comparer les nombres de cas dépistés par rapport à ce cas modèle et se rapprocher autant que possible de ces cas modèles. Ensuite, donc ils peuvent être plus ou moins, mais autour à peu près de 25 pour 100 000 habitants. Ensuite, vous avez l'évaluation du traitement, comment s'assurer que le malade prend régulièrement son traitement. C'est-à-dire qu'il est important de rappeler que en matière de traitement de la tuberculose, le traitement, la chimiothérapie antituberculeuse est très efficace pour la guérison des patients, à condition que les malades prennent régulièrement le traitement. Et si la prise du traitement n'est pas régulière, il y a bien sûr des risques de résistance et qui vont poser le problème des résistances primaires. Et si on perd, si vous voulez, le régime de première ligne, où il y a les 4 meilleurs antituberculeux, on a pratiquement perdu la bataille de la tuberculose parce que les autres antituberculeux que l'on connaît, bon, il y a quelques-uns qui apparaissent chaque année, mais les meilleurs jusqu'à présent restent le régime de première ligne qui comprend les 4 antituberculeux. Et donc, en matière de qualité de prise en charge du traitement, il faut s'assurer que la majorité des malades sont au régime de première ligne. C'est-à-dire que si le nombre de cas mis au traitement est élevé, ça veut dire que la qualité de la prise en charge au niveau des secteurs sanitaires, au niveau des centres de contrôle, est mal faite et que ces patients ne sont pas surveillés et qu'ils ne prennent pas régulièrement leur traitement. On va calculer également le lieu du traitement. Il faut qu'il soit décentralisé le plus souvent, qu'il soit fait au niveau des centres de contrôle et non pas au niveau des hôpitaux. Et il faut que le nombre de perdus de vue soit très faible. Et il faut s'assurer que le malade a pris régulièrement son traitement et que la guérison a été déclarée à la fin du traitement avec un contrôle bactériologique au 5e et au 6e. En conclusion, donc cette évaluation permanente du programme, corriger les défaillances du programme, ça veut dire chaque fois qu'il y a un problème ou des problèmes qui